Bonjour chers abonnés d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur André Rouget. Bonjour. Bonjour Monsieur Danjou, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Alors, vous êtes eurodéputé RN. Est-ce que vous pourriez d'abord, pour les les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous présenter un peu votre parcours? Alors d'abord, j'aime pas tellement ce terme d'eurodéputé que je trouve vilain et puis qui ne correspond pas du tout à la réalité. Parce que la réalité, elle est que je suis un député français au Parlement européen. Alors mon parcours, j'ai 62 ans, donc on ne va pas y passer trop de temps, mais simplement pour vous dire que j'ai été saisi très tôt par la passion de la France et que les deux mots qui illustreraient mon engagement très jeune, puisque j'ai commencé à m'intéresser à la vie publique lorsque j'étais adolescent, j'avais 15-16 ans, ces deux mots sont pour et contre. Pour la France et pour les Français, et contre les communistes, puisque j'ai grandi à une époque où existait encore le bloc soviétique qui apparaissait comme une menace, ce bloc communiste qui était à l'origine de 80 millions de morts et qui créait de vraies psychoses dans cette ambiance de guerre froide qui n'existe plus aujourd'hui que dans les films, les James Bond, etc. Donc très tôt, je me suis engagé dans des mouvements anticommunistes, un peu radicaux, il faut le reconnaître. Et puis, j'ai effectué mon service militaire après des études de droit. J'ai été officier du contingent dans une unité parachutiste des troupes de marine. Et le démon de l'action me taraudait toujours. J'ai été un de vos confrères contrariés dans les années 80, à une époque où la libéralisation de la télévision n'avait pas encore facilité le métier de grand reporter comme il l'est aujourd'hui. Et j'ai fait différents reportages, des piges à droite, à gauche, plutôt à droite qu'à gauche d'ailleurs, notamment à Magazine Hebdo, qui était un hebdomadaire des années 80. J'ai effectué un reportage dans les maquis antisandinistes au Nicaragua. Et en rentrant, j'ai rencontré Alain Peyrefitte, qui était à l'époque président du comité éditorial du Figaro, et qui recrutait des jeunes gens pour une campagne électorale en Seine-et-Marne dont il était l'élu. J'ai fait cette campagne électorale à ses côtés, et à la fin, il me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je dis « Vous allez m'engager au Figaro. » Il me dit « Écoutez, non, c'est pas possible, mais je dois vous dire que je vous ai observé pendant la campagne. Votre truc, c'est la politique. Et même si vous avez été un peu extrémiste dans vos jeunes années, je vois que chez vous, il y a un potentiel. » Et c'est vrai qu'Alain Peyrefitte, puis Michel Debré, auquel il m'a recommandé et dont j'ai été le dernier attaché parlementaire, m'ont fait comprendre qu'on pouvait être patriote, avoir cette passion de la France, sans pour autant être radical. J'ai donc été le dernier attaché parlementaire de Michel Debré, qui était le député de La Réunion. Ce qui fait que, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la question de l'outre-mer. J'en suis devenu l'un des spécialistes au sein de l'équipe d'Alain Juppé et de Jacques Chirac au RPR. Puis j'ai intégré le cabinet de Dominique Perben lorsqu'il a été nommé ministre de l'Outre-mer d'Édouard Balladur. J'ai dirigé la campagne de Jacques Chirac en 1995 pour l'Outre-mer, aux côtés de Patrick Stefanini à l'époque. Et ensuite, j'ai servi dans différents cabinets ministériels, à l'intérieur
auprès de toujours un Debré, mais le fils, celui-là, Jean-Louis. Et puis je suis retourné à la demande du cabinet de Matignon à l'Outre-mer, dont le ministre était à l'époque Jean-Jacques de Peretti. Et à la dissolution, celle de 1997, pas la plus récente, j'ai rejoint le privé tout en gardant des responsabilités dans le milieu politique. Au sein de l'association des Amis de Jacques Chirac, dont le président était Bernard Ponce, ancien ministre de l'Outre-mer. Nous partagions cette passion. Et puis, au sein de l'UMP, dont j'ai été le secrétaire national à l'Outre-mer. Et ensuite, j'ai eu une activité dans le privé, chez un grand major du BTP, où je m'occupais des relations institutionnelles. Et j'avais, lorsque j'étais étudiant à Assas, j'avais noué des relations amicales avec Marie-Caroline Le Pen. Et un soir, alors que Denis Tillinac, l'auteur, qui était l'un de mes meilleurs amis, voulait absolument rencontrer Marine Le Pen, j'ai renoué avec Marine Le Pen, que j'avais perdu de vue depuis une dizaine d'années. Nous devions être en 2013-2014. Et elle est venue dîner à la maison. Et jusqu'à ce jour, nous ne nous sommes plus quittés. Voilà. Et donc, j'exerce au sein du Rassemblement national les responsabilités de délégué national à l'Outre-mer, et j'entame mon deuxième mandat de député français au Parlement européen. Alors, avant de parler de l'Outre-mer, dont vous êtes un des meilleurs spécialistes, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les enjeux, finalement, du Parlement européen, quand on est, vous l'avez dit, un parlementaire français siégeant au Parlement européen? On sait que dans les milieux souverainistes, souvent on dit que finalement tout se joue à Bruxelles et que l'Assemblée nationale n'a pas vraiment de poids, puisque je dirais les grandes décisions et la supériorité des normes est au Parlement européen. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont aujourd'hui les enjeux au Parlement européen? Mais les enjeux, ils sont cruciaux. Comme vous venez de le souligner, tout se joue à l'amont, à Bruxelles. Bruxelles qui, de plus en plus, essaie de déposséder les États de leur souveraineté. De façon subliminale, ça s'est fait en catimini dans un premier temps. On l'a vu notamment pendant l'épisode de l'épidémie de la Covid-19, où Mme von der Leyen s'est arrogé des pouvoirs sur les sujets de santé qui ne sont pas des pouvoirs légitimes. Et puis maintenant, plus personne ne se cache. Plus personne ne se cache de la volonté d'instaurer une Europe fédérale dont les États souverains, que sont la France, l'Allemagne, l'Autriche et les 27 États, seront relégués non plus à l'état de pays souverains, mais deviendront des Ländern, des régions d'un nouveau Saint-Empire romain germanique, dont Bruxelles sera à la tête. Pour illustrer mon propos, 3 rapports récents de la fin du précédent mandat. Le rapport Verhofstadt et 2 rapports de Sabine Verheyen. Alors, premier rapport de Sabine Verheyen, le droit européen a primauté sur le droit national. Alors, c'était un rapport qui n'avait pas de valeur législative, tout comme les 2 autres que je vais citer. Deuxième rapport, la révision de l'histoire européenne, parce qu'il faut quand même que
les États se défassent de cet attachement à leur histoire nationale pour se tourner vers une histoire proprement européenne. Et enfin, le rapport Verhofstadt, qui est le plan architectural d'une Europe fédérale, dans laquelle l'Europe aurait pouvoir sur les sujets régaliens que sont la défense, la diplomatie, et puis l'impôt fédéral, dont chacun sait qu'il a été l'élément fondateur des États-Unis d'Amérique lorsqu'Abraham Lincoln a établi l'impôt fédéral. Alors, autant on peut être choqué du fait que Mme von der Leyen se soit mal comportée envers la France en congédiant le commissaire Thierry Breton, mais on peut également s'en féliciter, parce que malheureusement, celui qui poussait le plus vers l'instauration de l'impôt européen, c'était notre compatriote Thierry Breton. Donc, le combat amené à Bruxelles, il est vers cette vision fédérale et même impériale d'une Europe axée sur le business, sur l'instauration des traités d'échanges commerciaux, dont le Mercosur illustre l'actualité en ce moment. Et ce sont des traités qui vont totalement à l'encontre des valeurs prônées en apparence par l'Union européenne et dont le Parlement est la vitrine, et, tout en étant que la partie émergée de l'iceberg, des valeurs de tolérance, des valeurs liées aux droits de l'homme et des valeurs liées à l'environnement et à l'écologie. Et lorsque l'on vit l'Union européenne dans sa réalité au quotidien, on s'aperçoit que les valeurs sont le sectarisme, puisque la démocratie n'y est pas respectée. Elle n'est pas respectée en ce sens qu'un certain nombre de groupes, dont le nôtre, Patriotes pour l'Europe, mais aussi le groupe ECR et le groupe ESN, n'ont pas droit à une représentation dans les commissions et au sein de la vice-présidence, là où LFI a toute sa place. On s'aperçoit que les parlementaires n'ont aucune faculté d'initiative législative autre que de soumettre des amendements. On s'aperçoit que cette capacité à vouloir favoriser les droits de l'homme est une apparence, en ce sens que l'on favorise l'immigration, et au travers de l'immigration, on favorise bien évidemment une forme d'esclavage moderne que tout le monde commence à connaître maintenant, puisqu'on sait qu'à l'amont de l'immigration, il y a un business orchestré par les passeurs qui coûte une fortune à des pauvres gens auxquels on a fait croire que de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait un Eldorado qui n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendent. Et troisièmement, il n'y a pas du tout de valeur environnementale, puisque ces traités d'échange commerciaux auxquels je faisais allusion tout à l'heure envoient sur les océans des cargos, des supertankers et autres porte-conteneurs qui polluent beaucoup plus qu'une année autoroutière en termes de pollution automobile. Donc l'Union européenne, nous avons choisi de la combattre de l'intérieur. Est-ce que vous diriez qu'il y a, au sein du Parlement européen, les mêmes fractures idéologiques ou la même intensité d'opposition, de débat,
qu'au sein de l'Assemblée nationale, où on voit effectivement un bloc LFI très fort, un bloc RN et un bloc central qui aujourd'hui travaillent finalement péniblement, parce que le débat politique au sein de l'Assemblée et la pratique parlementaire, c'est vraiment radicalisé. Est-ce qu'au Parlement européen... Je nuancerai votre propos, si vous me le permettez, en ce sens qu'on voit bien qu'au sein de l'Assemblée nationale, la logique de LFI, elle est la bonne vieille logique trotskiste et révolutionnaire, qui est la logique du chaos. C'est-à-dire qu'il y a une volonté évidente de la part de Jean-Luc Mélenchon et de LFI de mettre à bas le système. Je vous disais que j'ai commencé en culotte courte avec Alain Peyrefitte dans les années 80. Il me disait déjà à l'époque, ils veulent abattre la police, la justice, l'armée, à l'époque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est l'intégralité du système qui veulent mettre à bas: l'éducation, la culture, l'histoire, la civilisation, le patriotisme. C'est la technique trotskiste de on fait table rase pour reconstruire un nouveau système communautaire. Alors, ça se fait, c'est une volonté qui aurait des conséquences épouvantables pour la France et surtout pour nos compatriotes. Parce qu'il n'y a plus de chef, plus de loi, c'est épouvantable. Alors que la volonté de la Commission est plutôt de faire s'intégrer les États européens à une vision mondiale, globalisée, qui, pour dire les choses telles qu'elles sont, profite plutôt aux États-Unis. Puisque si l'on se penche sur la création de l'Union européenne, enfin de la CECA d'abord, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis du marché commun, de la Communauté économique européenne et de l'Union européenne, on s'aperçoit que les pères fondateurs, Jean Monnet, Schuman, étaient ni plus ni moins que des agents des États-Unis. Jean Monnet était un banquier qui a échappé au contrôle du général de Gaulle pour se vendre à Roosevelt sous le contrôle des deux frères Dulles, dont l'un était secrétaire d'État aux Affaires étrangères et l'autre patron de la CIA. C'était ses officiers traitants à Washington. Et je vous renvoie en cela à l'excellent ouvrage de l'historien Éric Branca, L'ami américain, dans lequel il détaille parfaitement la genèse de la construction européenne sous contrôle américain. Donc on a en quelque sorte deux pôles opposés de l'ancien monde qui sont en concurrence, puisque les LFI sont plutôt les représentants de l'ancien bloc de l'Est et que Bruxelles est plutôt le représentant des États-Unis. Vous avez constaté, justement, je rebondis sur votre référence à Éric Branca, qui a d'ailleurs participé à notre documentaire, au documentaire de Régis Le Sommier, L'ami américain, qui est disponible sur notre application mobile Omerta. Est-ce que justement, avant de parler d'outre-mer, cette influence américaine dont vous venez de parler avec les pères fondateurs de l'Europe, est-ce que vous la constatez aujourd'hui au sein du Parlement, dans les arcanes du pouvoir européen ? Ah bah tout à fait. Il y a un élément qui a défrayé la chronique durant le dernier mandat, c'est que alors j'ai un trou de mémoire et je ne sais plus pour quel poste précisément, mais la présidence du Parlement européen avait recruté un collaborateur de nationalité américaine ayant exercé des responsabilités
au sein de l'État profond américain. C'était pour le commerce extérieur, il me semble. Oui, c'est possible. Ouais. Bon, il y a quand même eu une levée de bouclier générale, y compris de la part des gouvernements des États, mais si vous voulez, c'est comme les rapports Verhofstadt et Verheyen. Ils ne sont pas législatifs, mais on pose les éléments petit à petit en voyant comment ça réagit, mais on grignote à chaque fois un peu plus. D'accord. Je le disais au début de cet entretien, vous êtes un des meilleurs, un des plus fins connaisseurs de la question des Outre-mer. Aujourd'hui, au regard de l'actualité, de ce qui se passe à la fois en Nouvelle-Calédonie, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe et partout, est-ce que vous diriez que la France, que la métropole a un problème avec ses Outre-mer ? Mais, la France a un problème avec ses départements, régions, collectivités d'outre-mer, en ce sens que la France les a oubliés, les a totalement oubliés. Ça fait une vingtaine d'années que ces territoires de la France du large sont laissés à l'abandon. Et les conséquences, elles sont que ceux qui sont pourtant les plus français depuis plus longtemps, je pense plus particulièrement aux Antilles, puisque les Antilles sont françaises depuis 5 siècles, c'est-à-dire que les Antilles ont été françaises avant Nice, la Savoie, la Corse ou la Franche-Comté. Et aujourd'hui, hausse le ton, force la voix pour se faire entendre, parce que, avec un discours que l'on commence à entendre crescendo, si la France n'est pas capable de s'occuper de nous, on va s'occuper de nous tout seul. Alors, ajoutez à cela que dans la logique de redistribution des cartes géopolitiques, géostratégiques, nos territoires d'outre-mer suscitent la convoitise de grandes puissances, parce qu'il y a des emplacements géostratégiques au débouché du cap de Bonne-Espérance et le long du canal du Mozambique, deuxième route maritime pour Mayotte, à la séparation de la mer de Chine et de la mer de Corail. Il suffit de regarder une carte, hein, vous savez, vous voyez le chapelet des îles de l'archipel qui sépare les deux mers, qui vont de l'Indonésie, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie qui ferment le verrou, séparant la mer de Chine de la mer de Corail, qui va s'échouer sur les rivages de l'Australie. Donc vous voyez l'importance géostratégique de la Calédonie dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Et même chose pour Mayotte. Et puis le fait que nos territoires d'outre-mer regorgent de richesses en termes de matières premières, des gisements d'hydrocarbures au large de Mayotte et du canal du Mozambique, des terres rares et des nodules polymétalliques dans les îles éparses qui sont inhabitées, mais qui sont pour autant revendiquées aujourd'hui par Madagascar, un plateau continental regorgeant lui aussi de terres rares et de nodules polymétalliques au large de la Nouvelle-Calédonie, de l'or et du pétrole en Guyane, donc du courant océanique servant à l'industrie cosmétique à l'île de la Réunion, quelques terres rares aux Antilles, ce qui fait qu'aujourd'hui, les grandes puissances, avec la redistribution industrielle
la redistribution des cartes industrielles et la construction de voitures électriques, etc., s'intéresse de très près à ces matières premières. Grâce à la Nouvelle-Calédonie, la France est 4e producteur mondial de nickel. Rien qu'en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie a dans ses veines un tiers des réserves mondiales de nickel. Donc, de par ses intérêts géostratégiques et géologiques et économiques, il est évident que nos territoires suscitent la convoitise et, bien évidemment, certaines puissances étrangères s'engouffrent dans la brèche de la contestation par voie d'ingérence. C'est le cas de l'Azerbaïdjan, qui a constitué ce fameux Bakou Initiative Group, a invité tous les mouvements indépendantistes, Corse compris, à Bakou au mois de juillet, pour constituer le Front international de la décolonisation. Enfin, je ne sais plus quel est l'intitulé exact, mais enfin, l'esprit est bien là. Et compte tenu de la position géographique et historique des relations de l'Azerbaïdjan avec la Russie, on peut légitimement se poser la question pour savoir quel rôle joue la Russie dans cette ingérence, comme on peut se poser la question de savoir quel rôle joue la Chine dans ces ingérences, notamment aux îles Éparses ou en Nouvelle-Calédonie. Mais pour vous, ces territoires d'outre-mer, ils ont été délaissés par la France. Est-ce que les plaintes, je pense notamment au pouvoir d'achat, une thématique qui ressort beaucoup en ce moment, le fait que la vie, l'inflation, le coût de la vie soit devenu exorbitant, le fait aussi qu'il y ait des problèmes d'infrastructures structurelles depuis des années dans l'accès à l'eau, etc. Est-ce que ces plaintes vous paraissent légitimes et comment y répondre, vu de métropole ? Et ces plaintes sont totalement légitimes et c'est absolument aberrant qu'en ce début du XXIe siècle, des départements français, puisque Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique sont des départements français à part entière et non totalement et non entièrement à part. Il est absolument anormal que des Français n'aient pas accès à l'eau courante, comme c'est le cas à Mayotte, comme c'est le cas en Guadeloupe et comme c'est le cas en Martinique. L'année dernière, il a fallu que les forces armées présentes à Mayotte distribuent pas moins de 200 000 bouteilles d'eau minérale, parce que les Mahorais n'avaient pas accès à l'eau courante. Un tiers de la population antillaise n'avait pas accès à une eau courante saine pendant l'épidémie de la Covid-19, où on demandait à tout le monde de se laver les mains 15 fois par jour. Donc ce n'est pas normal. Alors, on parlera peut-être plus tard de la situation sécuritaire, qui n'est pas des moindres, liée à la situation migratoire, mais il faut, vous savez, la politique, c'est voir large et loin. Donc, il faut, ce que nous prônons avec Marine Le Pen, c'est faire voter une loi-programme ayant une vision à 15-20 ans, court, moyen, long terme, de façon à pouvoir répondre à tous ces problèmes de coût de la vie, d'investissement, d'équipement. Et en cela, moi, je regarde de très près ce qu'il est possible de faire à Bruxelles, parce que nous sommes, dans une logique thatchérienne, we want our money back, et faire en sorte que l'argent que verse la France à l'Union européenne puisse revenir à tous nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Puisque je dois rappeler quand même que chaque année, la France, en État fondateur et contributeur, verse à l'Union européenne 28 milliards pour, je crois, en récupérer 17. Donc ça fait
11 milliards nets qui sont laissés à l'Union européenne et qui pourraient servir précisément à nos compatriotes les plus éloignés. Arrêtons-nous un instant sur le cas de la Nouvelle-Calédonie qui agite l'actualité avec des émeutes à répétition depuis des mois et des mois. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, en dehors des problématiques économiques, qu'il y a en Nouvelle-Calédonie une fracture ethnique entre une partie des Kanaks et les Caldoches, les Européens de souche qui sont présents sur l'île depuis, c'est une présence historique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une dimension ethnique dans ces émeutes ? Certains voudraient qu'il y ait une fracture ethnique entre les Français d'origine mélanésienne et les Français d'origine européenne. Et voyez-vous, moi je considère qu'il n'y a en Nouvelle-Calédonie que des citoyens français, qui soient d'origine européenne, qui soient d'origine mélanésienne, qui soient d'origine indonésienne, ou de toute autre origine antillaise, parce qu'il y a une forte communauté d'origine antillaise, il n'y a que des citoyens français. Et vous savez, je disais que la politique, c'est voir large et loin, mais on ne peut pas non plus faire de politique si on n'a pas une certaine antériorité et si on ne regarde pas ce qu'il a pu se produire dans le passé. Vous savez, les événements des années 80, qu'on fait 150 morts, plus de 150 morts pour déboucher sur les tueries, les massacres de la gendarmerie de Fayaoué et l'assaut d'Ouvéa, avec auparavant les incidents à Thio, l'exécution des lois Machoro, etc. Comment il faut d'abord revenir sur la genèse de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie à cette époque. Comment y a-t-il vraiment eu une volonté d'indépendance de la part des Français d'origine mélanésienne? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y avait une société au sein de laquelle existait une forme d'apartheid de facto. J'ai connu cette période. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie. La première fois que j'y suis allé, ça devait être en 89 ou 90. J'ai connu cette période. Il y avait une espèce d'apartheid de facto et les Français d'origine mélanésienne ont voulu y mettre un terme. Or, les plus anciens qui nous regardent ou qui nous écoutent ont en mémoire que ce mouvement kanak a été à l'époque manipulé par les mouvements d'extrême gauche, de la Ligue communiste et autres mouvements trotskistes qui sont toujours dans la logique qui est celle de LFI aujourd'hui, des mouvements décoloniaux poussant vers l'indépendance, poussant vers le chaos, etc. Je raconte toujours cette anecdote que la seule fois de ma vie où Jacques Chirac, qui est toujours présenté comme un homme sympathique, proche, je l'ai vu une fois dans ma vie se mettre en colère. C'était à propos de Jacques Lafleur, auquel il reprochait son intransigeance avant Fayaoué et Ouvéa. Il aura fallu Fayaoué et Ouvéa pour que Jacques Lafleur accepte enfin de dialoguer et de négocier avec le FLNKS. Et aujourd'hui, après les accords de Matignon en 88, l'accord de Nouméa en 98, on a l'émergence d'une, voire deux générations qui n'ont pas vécu ces événements et qui sont prêtes à remettre un jetron dans la machine et avec les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les accords de Matignon et l'accord de Nouméa ont généré 30 à 40 ans de paix, mais n'ont pas réglé vraiment les problèmes. Il n'y a pas l'harmonie n'existe pas sur le territoire. Et puis, il existe en Nouvelle-Calédonie des phénomènes analogues à ceux qu'on peut connaître
ici en métropole, dans les cités. Il y a une jeunesse désœuvrée qui est prête un peu à s'agiter. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les mouvements d'extrême gauche qui sont à la manœuvre en termes de manipulation et d'orchestration. C'est, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des puissances étrangères comme l'Azerbaïdjan, tel que c'est avéré, justifié et prouvé. Donc il y a ce sentiment de délaissement, et ajouté à cela qu'Emmanuel Macron a commis 3 fautes majeures en Nouvelle-Calédonie. 3 fautes, c'est le FLNKS demandait de reporter la date du dernier référendum pour pouvoir enterrer leurs morts de la Covid selon leurs coutumes. Voilà, il se trouve que la Nouvelle-Calédonie est à 16 000 km de Paris, que les Français d'origine mélanésienne ont une culture qui est différente de celle qu'on peut rencontrer dans les régions de métropole. C'est une valeur ajoutée à notre patrimoine. Il faut la respecter. Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas voulu et ils ont forcé le FLNKS. Première erreur. Deuxième erreur, la nomination de Mme Backès au gouvernement, qui a été perçue comme une véritable provocation vis-à-vis du FLNKS. Et troisième erreur, le fait de vouloir sortir le dégel du corps électoral d'une réforme institutionnelle globale, et tout ça pour des raisons de tactique, de politique politicienne de bas étage pour pouvoir gagner les élections provinciales. Vous savez, on a eu une réunion sur le sujet de fond avec Marine Le Pen fin mars. Il nous apparaissait évident que les choses allaient se passer comme elles se sont malheureusement passées au mois de mai, avec les 13 morts qui s'en sont suivis. Donc, Marine Le Pen a pris son téléphone, elle a passé un coup de fil à M. Darmanin en lui disant « Écoutez, vous allez droit dans le mur, c'est un chiffon rouge pour le FLNKS, vous vous exposez à une réaction violente, et à la veille des Jeux Olympiques, vous n'aurez pas les effectifs de force de l'ordre nécessaires pour maintenir l'ordre public en Calédonie. » Eh bien, Gérald Darmanin lui a rayonné. Voilà. Une fois encore, comme je le disais, gouverner, c'est prévoir, c'est voir large et loin. Il a fait la démonstration de ses capacités en la matière. Est-ce qu'il y a un risque de rupture? Vous parlez des problèmes économiques, on parle des problèmes liés à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de rupture entre la métropole et ces territoires, ou une partie de ces territoires d'outre-mer? Écoutez, il faut toujours envisager le pire pour pouvoir mieux y remédier. Et il ne faut pas penser qu'on ne puisse pas aller à une volonté de rupture, et raison pour laquelle il faut tout faire pour y remédier, c'est-à-dire réintégrer cette France d'outre-mer dans le contexte national, que ces Français les plus éloignés de la capitale aient enfin le sentiment d'appartenir de façon intégrale au cercle national, à l'ensemble national, et qui ne se sentent pas des Français traités entièrement à part. Vous savez, à chaque élection, on entend les représentants des différentes formations politiques venir vous expliquer de façon incantatoire que l'outre-mer est une chance pour la France. Oui, c'est vrai, l'outre-mer est une chance pour la France, mais encore faut-il lui en donner les moyens.
C'est une chance exceptionnelle pour la France. Nous sommes le seul État européen à avoir des territoires dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, dans la Caraïbe, avec tout ce que ça comprend en termes géostratégiques et économiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ça nous confère d'être à la tête du deuxième domaine maritime mondial, là où tout le monde euh, explique que l'avenir est à l'économie bleue, et c'est une réalité. Donc, la France se doit de donner les moyens à la France des Outre-mer d'être effectivement une chance pour la France. Alors, ça passe par un certain nombre d'ajustements. Ça passe, en ce moment, les Martiniquais sont en train de manifester violemment contre les écarts de prix entre la métropole et l'outre-mer, contre la vie chère. Ça peut atteindre jusqu'à 60% d'écart entre le panier de la ménagère à Paris et le panier de la ménagère à Fort-de-France. C'est pas acceptable parce que les prix, les montants en termes de salaire, eux, sont les mêmes. Donc, il y a des taxes anachroniques, je pense à l'octroi de mer instauré par Colbert, qui est encore en vigueur outre-mer. Il faut en finir avec ça, à tout le moins le réformer, le reconfigurer. L'octroi de mer, qu'est-ce que c'est? C'est une taxe qui s'applique sur tous les produits provenant de l'extérieur et qui va faire que le prix de revient augmente d'au moins 15%. Ajouter le prix du transport, le prix, la marge des distributeurs. Effectivement, il y a un surcoût énorme. Mais on peut très bien considérer que l'octroi de mer qui sert au financement des collectivités locales soit reconfiguré, qui ne s'applique plus que sur les produits extra-européens ou sur les produits entrant en concurrence directe avec la production locale, que les collectivités locales soient financées par la dotation globale de fonctionnement comme partout ailleurs en France, et puis qu'on en revienne à des méthodes qui ont fait leurs preuves dans le passé. Je pense aux lois de défiscalisation en mode loi Ponce, qui serait révisable tous les 3 ans afin d'éviter les excès, à la loi Perben, d'exonération de charges, qui permettrait aux entreprises de dégager de la trésorerie pour créer de l'emploi et investir. Et puis, il faudrait, avec toutes ces mesures, attirer des entreprises de métropole et d'Europe pour venir investir outre-mer et leur permettre ensuite de rayonner économiquement dans leurs zones respectives, que ce soit le Pacifique, la Caraïbe ou l'océan Indien. Et quand je dis l'océan Indien, le marché n'est pas neutre. C'est quand même toute l'Afrique australe, une partie du Proche-Orient. C'est pas neutre. Ce sont des marchés énormes. La Caraïbe et la Guyane, c'est quand même toute l'Amérique centrale, une partie de l'Amérique du Sud. Quant au Pacifique, c'est énorme. Tout ça passe également par un assouplissement des barrières douanières. Enfin, il faut un véritable plan de développement de notre France des Outre-mer. Vous l'avez expliqué. Et je tiens à préciser qu'il est prêt. Vous savez, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, nous avons de près cette loi programme. Nous avons un projet institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie couplé à un plan de développement économique. Donc, on travaille beaucoup sur le fond, dans la perspective de l'accès à l'exécutif
de façon à pouvoir mettre en œuvre tout de suite des mesures pérennes pour la France des Outre-mer. Vous le rappeliez au début de cet entretien, vous avez travaillé au sein de la Chiraki, notamment auprès de Dominique Perben, ancien garde des Sceaux et fin connaisseur aussi des problématiques d'outre-mer. Je me souviens d'ailleurs qu'il a accompagné Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle en 2017 en outre-mer. C'était un peu l'architecte de la campagne d'Emmanuel Macron en outre-mer. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule de la Chiraki, de la droite, au Rassemblement national? Comme beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de nous regarder ou de nous écouter, euh, j'ai vécu le drame du Bataclan, les attentats du Stade de France. Toute ma vie, je me souviendrai de cette nuit où le téléphone retentissait pour nous demander où on était. Et puis dans les jours qu'on suivit, nous connaissions tous quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était au Bataclan, qui était au stade, Ça a été un électrochoc ce 13 novembre 2015. Ça a été un électrochoc. Ce jour-là, j'ai compris que la France était en guerre. Que la France était en guerre contre une idéologie mortifère qu'est l'islam politique, l'islamisme, une idéologie qui tient à nous imposer un mode de vie qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas un mode de vie européen, qui est une idéologie de conquête. Ce jour-là, j'ai compris que la France était en guerre et j'ai compris que la seule qui était déterminée à mener cette guerre de façon efficace, c'est-à-dire autrement qu'en allant défiler dans la rue, faire des marches blanches et allumer des bougies en se lamentant sur son sort, j'ai compris que la seule qui était proprement déterminée à mener le combat, c'était Marine Le Pen. Et donc, j'ai décidé de me mettre à son service. J'ai d'ailleurs créé un cercle de techniciens, les Horaces. J'ai pris la décision de créer ce cercle avec quelques camarades. J'ai fait appel à bon nombre d'amis qui, comme moi, avaient servi dans les cabinets ministériels des gouvernements Balladur, Juppé, Raffarin, Fillon. On était une petite quinzaine au départ, puis le bouche à oreille aidant, nous sommes parvenus jusqu'à une centaine au plus fort de la campagne présidentielle de 2017. Alors, on a apporté notre contribution, mais on a pris le train en marche alors que les rails idéologiques avaient déjà été posés par Florian Philippot, etc., avec sa sortie de l'Europe, enfin, des choses qui sont des éléments qui ne sont pas viables. Comme je le disais tout à l'heure, l'Union européenne, on ne peut pas la quitter, ce qu'il faut, c'est la changer de l'intérieur. C'est possible, vous croyez ? Oui, c'est possible. Et vous voyez, en ce début de second mandat, j'observe déjà une inflexion. Là, nous avons voté le budget la semaine dernière. Pour la première fois, des amendements qui avaient été déposés par nos soins ont été votés. Donc petit à petit, avec nos collègues des groupes ECR, des groupes ESN, certains collègues du PPE, nous voyons qu'il y a eu une inflexion qui est en train de s'opérer. Puis on voit bien qu'il y a une dynamique européenne qui a... vous savez, à la chute de l'URSS, Hélène Carrère d'Ancos avait écrit un livre qui s'appelait « La gloire des nations ». Je pense que nous assistons en Europe à un phénomène analogue qui est celui du retour des nations. Les nations sont en train de se retrouver, de considérer qu'elles sont l'entité adéquate pour un État souverain.
au regard des derniers résultats électoraux dans beaucoup de pays de l'Union européenne, de ce qui s'est passé en France au moment des européennes, des législatives, de la montée en puissance du RN, vous pensez qu'il y a une prise de conscience politique en Europe et que la droite, les conservateurs, on peut peut-être les appeler comme ça, européens, sont en train de progresser? Nous sommes en pleine progression. On l'a vu le 9 juin au moment du résultat des élections européennes. Nous sommes en pleine progression. Malheureusement, pour de mauvaises raisons, parce qu'il y a une poussée immigrationniste exceptionnelle, encouragée par l'Union européenne, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Le pacte asile et migration qui est présenté comme un outil exceptionnel pour mettre un terme à l'immigration n'est ni plus ni moins qu'un outil permettant une meilleure ventilation des migrants à l'intérieur de l'ensemble des 27 États de l'Union européenne. La réalité, elle est là. Il n'y a aucune volonté de la part de l'Union européenne de stopper l'immigration. Donc le pacte asile et migration, c'est la dispersion des migrants à travers toute l'Europe pour en éviter les concentrations. Voilà. Ça, et donc, lorsque vous avez dans votre pays une arrivée massive de gens qui n'ont pas votre culture, qui n'ont pas votre identité, qui ne parlent pas votre langue et qui peinent quand ils ne refusent pas à s'intégrer et à s'assimiler, il y a une réaction naturelle qui s'opère. Si vous êtes chez vous, à votre domicile, tranquillement, et que rentrent dans votre salon des gens que vous n'avez pas invités, qui viennent, qui ouvrent votre frigo dans votre cuisine, qui se servent, et au bout d'un moment, vous avez une réaction saine et naturelle. C'est un peu ce qui se passe à l'échelle des États européens, d'où cette progression des partis souverainistes et patriotiques qui s'opèrent dans l'ensemble des 27 États de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que la victoire de Donald Trump pourrait changer les relations entre l'Europe et les États-Unis, en particulier entre la France et les États-Unis? Est-ce que finalement ce protectionnisme américain, ce retour des intérêts américains comme priorité et plus, je dirais, cette poussée vers un globalisme, un mondialisme, est-ce que vous pourriez penser que ça pourrait amener des changements notoires? Le changement notoire que je verrai à la faveur de l'élection de Donald Trump, c'est la fin du devoir d'ingérence. Donald Trump avait déjà annoncé lors de son premier mandat qu'il mettrait un terme à l'interventionnisme militaire américain à tout crin. Engagement qu'il a respecté, puisque durant son premier mandat, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'intervention militaire de la part des États-Unis. Et à une époque où les relations internationales se tendent de partout et où le monde danse sur un volcan, où une puissance nucléaire, la Russie, est en guerre à quelques milliers de kilomètres de Paris, où une puissance nucléaire potentielle, l'Iran, est au bord de la guerre au Proche-Orient. Je trouve que le fait que Donald Trump, à la tête de la première puissance mondiale, partisan d'une situation apaisée et pacifiée, gagne, ce serait plutôt une bonne nouvelle.
Euh, un petit mot sur la guerre en Ukraine. La position de beaucoup de pays européens est celle d'un soutien quasi inconditionnel à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que en cas de victoire de Donald Trump et de mise un peu en retrait, d'affaiblissement du soutien américain à Volodymyr Zelensky, est-ce que vous pensez que l'Europe, les pays européens qui aujourd'hui soutiennent l'Ukraine, seraient capables de, de- de faire monter leur soutien et leur aide à l'Ukraine et de prendre un peu la place des Américains comme premier soutien de l'Ukraine? Écoutez, avant de répondre plus particulièrement à cette question, je voudrais vous dire un mot de la position de la France dans ce conflit russo-ukrainien. Et je pense que l'approche que l'on pouvait avoir de la Russie en 2017, lorsque Marine Le Pen a été reçue par Vladimir Poutine, doit être revue totalement aujourd'hui, en ce sens que entre 2017 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie, euh, qui avait vocation à rejoindre un bloc occidental dans le cadre de la redistribution des cartes nord-sud et non plus est-ouest, comme veulent le croire encore bon nombre de faucons américains représentants du Deep State, euh, la Russie avait vocation à rejoindre un bloc occidental dans un rapport nord-sud. Et le fait de ne pas avoir joué cette carte a fait commettre une erreur à l'Occident, c'est que nous avons poussé la Russie dans les bras de la Chine et des BRICS. On a vu le sommet qui s'est tenu à Kazan la semaine dernière. Donc, autant il était normal d'avoir des relations avec Poutine, Moscou et la Russie à cette époque, autant depuis que le conflit est engagé, on voit bien que la Russie est dans une logique euh, d'ennemi vis-à-vis de la France. Je l'ai évoqué avec nos territoires d'outre-mer en posant la question de savoir quel rôle joue la Russie euh, par rapport à l'Azerbaïdjan. On le voit bien sur le continent africain où la Russie est en train de chasser la France de tous les territoires dans lesquels elle était historiquement présente depuis des années, notamment dans l'Afrique subsaharienne. Tout ça, pourquoi? Parce que la France n'a pas été capable, et quand je dis la France, c'est surtout Emmanuel Macron qui n'a pas été capable de jouer le rôle qui est le rôle traditionnel de la France, qui est celui de médiateur. Emmanuel Macron aurait dû être capable de faire s'asseoir autour d'une même table de négociation M. Zelensky, M. Poutine, au bout de quelques mois de guerre. Parce que, Jacques Chirac l'aurait fait, à votre avis, vous qui l'avez bien connu? oui, oui. Il l'aurait fait sans aucun doute. Vous savez, on peut reprocher beaucoup de choses à Jacques Chirac, notamment sur la scène intérieure. Euh, il n'a pas été, d'un point de vue de politique intérieure, le président attendu. Mais sur la scène internationale, il, il incarnait encore, la France. On l'a vu avec le discours de Dominique de Villepin à l'ONU au moment de l'intervention américaine en Irak. Il avait des relations très fortes avec bon nombre de chefs d'État du monde entier, dont Vladimir Poutine. Il parlait russe. Il y avait un respect mutuel et réciproque entre Poutine et Jacques Chirac. Et oui, je pense qu'il aurait été en capacité de convaincre Poutine et Zelensky de s'asseoir
à la table des négociations dans une logique gaullienne. Vous savez, on oublie souvent que le général de Gaulle a passé plusieurs semaines à Moscou avec Staline, alors que Maurice Couve de Murville et Molotov négociaient en coulisses. Et ça ne l'empêchait pas pour autant d'annoncer à Kennedy que la France restait le meilleur allié des États-Unis. C'est le rôle de la France, d'être à équidistance des grandes puissances et d'être dans une logique de négociateur, d'intermédiaire, de médiateur. C'est un rôle qui est dévolu à cette grande puissance que la France devrait encore être aujourd'hui, mais que malheureusement Nicolas Sarkozy, François Hollande et le pire de tous, Emmanuel Macron, ont fait chuter. Pour terminer cet entretien, on va faire un petit peu de prospective ou de politique fiction, comme vous voulez. Comment est-ce que vous voyez la fin de mandat d'Emmanuel Macron et comment est-ce qu'au RN, on sait qu'on parle d'une réorganisation et d'une refondation du parti. Comment est-ce que vous vous préparez aux prochaines élections électorales ? Nous nous préparons aux prochaines échéances électorales comme toute formation politique traditionnelle qui a désormais des moyens pour le faire, ce qui n'est pas neutre. C'est-à-dire que voilà, nous faisons en sorte d'avoir des candidats pour les prochaines élections dans chacune des 577 circonscriptions de France, de Navarre et d'Outre-mer, que nous faisons en sorte d'avoir des candidats pour les municipales dans le maximum de villes. Et la gestion des villes RN est là pour rappeler et prouver que l'essayer, c'est l'adopter, puisque bon nombre de maires RN ont été réélus au premier tour lors des dernières élections municipales. Nous préparons les élections locales, élections départementales, élections régionales. Et dans la logique de progression du Rassemblement national, il est inexorable et indubitable que nous remporterons des victoires dans de nouvelles municipalités, que le Rassemblement national assumera enfin la gestion de certaines des régions de France, des départements de France. Et puis, y aura-t-il dissolution ou pas d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? Je ne lis pas dans une boule de cristal. Ce qui est clair, c'est que la France est au bord d'une crise politique et institutionnelle telle que celle qu'elle n'a plus vécue depuis la 4e République, et qu'il faut se préparer à exercer le pouvoir le plus tôt possible, parce que dans ce genre de situation, on peut s'attendre à ce que les Français soient appelés à nouveau à s'exprimer dans les urnes d'ici quelques mois maintenant, mais pourquoi pas avant, si Emmanuel Macron venait à être contraint à la démission. Enfin, une fois encore, je vous dis, nous sommes au bord d'une crise politique et institutionnelle dont les conséquences peuvent être inattendues. Et les premières actions de Bruno Retailleau, quel regard vous portez sur ça ? Vous pensez qu'il a une chance puisque c'est un homme de conviction, est-ce que vous pensez qu'il a une chance quand même de succès ? Écoutez, les convictions sont là, la volonté est là, encore faut-il qu'il ait les moyens de ses ambitions, qu'il puisse
gagner ces arbitrages, notamment, je pense à ses propos sur l'aide médicale d'État, qui est une disposition que nous prônons. Nous parlions de Mayotte tout à l'heure. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de répéter à Mayotte qu'au Rassemblement national, nous étions partisans de l'aide médicale nécessaire à l'urgence vitale et rien d'autre. Mais j'observe que la ministre de la Santé est tout à fait hostile. Donc tout maintenant est désormais entre les mains du Premier ministre, afin de voir quel arbitrage il rendra en faveur de M. Retailleau ou en faveur des ministres de la Santé. Monsieur Rouget, merci pour cet entretien. Merci à vous. Chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, mais nous comptons sur vous pour passer bientôt le cap des 300 000 abonnés. Et pour ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, partager cette vidéo et aussi à faire connaître cette chaîne YouTube et tous nos grands entretiens au public le plus large possible, à vos amis, à vos familles. Je compte sur vous, les 300 000. C'est, nous l'espérons, pour très bientôt. À bientôt.